Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max, et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 7e épisode de la saison 4 de tranche de couple. épisode qu'on a choisi d'intituler On On n'est n'est pas pas rendu. Et oui, et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, tant qu'il existe encore. Toujours tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast, donc tout au singulier, ou par email tranchedecouple@gmail.com. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce podcast et ces petites tranches de nos vies. Ça nous permettra de continuer à accroître notre visibilité et à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche tous les 15 jours. Alors Max, premier sujet d'actu, on commence sur deux sujets, on a deux sujets d'actu importants pour nous, mais pas forcément très drôles. Tu vas nous parler de la tuerie qui a eu lieu dans un club gay à Colorado Springs, aux États-Unis. Et oui, 5 morts, 25 blessés. Ça, c'est le bilan de cette tuerie qui s'est déroulée samedi 19 novembre, peu avant minuit, dans ce club LGBTQI+, de Colorado Springs, dans le Colorado, le club Q. Un spectacle de drag queen venait d'avoir lieu pour marquer la journée du souvenir trans, dédiée aux victimes de violences transphobes et célébrée internationalement le 19 novembre, quand le tueur est entré au club Q armé d'une arme automatique et a commencé son massacre. Fort heureusement, si je puis dire, quelques minutes après le début de la tuerie, 2 personnes se sont héroïquement jetées sur le tueur, réussissant à le maîtriser et évitant un bilan encore plus dramatique. Alors il faut avoir en tête que cette attaque survient 6 ans après la pire tuerie qu'ait connue la communauté LGBTQ aux États-Unis, lorsqu'un Américain d'origine afghane avait tué 49 personnes dans une boîte gay d'Orlando, en Floride, mais aussi dans un contexte de tension politique autour des droits des gays, des questions trans, notamment durant la campagne des élections américaines de mi-mandat qui se sont terminées il n'y a pas si longtemps, comme vous le savez. Et le Colorado, malheureusement, figure plutôt en tête des États américains où la contestation pour motifs religieux de ces évolutions sociétales visant à octroyer une égalité de droit aux personnes LGBTQ+, est assez élevée, poussant notamment à l'adoption de lois visant à limiter ces droits ou à autoriser la discrimination pour motifs religieux. Et tout ceci nous rappelle tristement que les LGBTQ+, continuent à être l'objet de mesures de discrimination, de discours de haine, mais aussi que tout ceci conduit parfois à des actes atroces tels que la tuerie de Colorado Springs. Et en Europe, on n'en est pas épargné, puisque l'été dernier, à Oslo, un homme avait tué plusieurs personnes dans un bar gay au moment de la Pride, et en Slovaquie, en octobre dernier, 2 hommes ont été tués par balle devant un bar gay. Merci Max pour cette première actu. Deuxième actu, un sujet dont on entend parler depuis pas mal de temps en fait, mais qu'on n'avait pas encore eu le temps d'aborder dans ce podcast, ce sont toutes les manifestations qui ont lieu en Iran depuis 2 mois. Exactement. Alors revenons peut-être aux origines de la répression. Donc une jeune femme iranienne de 22 ans, Masha Amini, a été arrêtée il y a à peu près 2 mois par la police des mœurs iraniennes parce qu'elle portait mal le voile. Et ensuite, lors de sa détention, elle est décédée et sa mort a déclenché des manifestations dans tout le pays, de femmes en premier lieu, mais aussi d'hommes qui leur apportent leur soutien. Finalement, pour protester contre l'oppression dont sont victimes les femmes en Iran, l'omniprésence de la police des mœurs, et finalement toutes ces discriminations que les femmes subissent, revenant de facto à contester en fait le pouvoir en place en Iran, puisque la police des mœurs, c'est vraiment au cœur du régime iranien tel qu'il est en place depuis la révolution islamique. Alors le slogan que ces femmes défendent est simple: femme, vie, liberté. Et le régime n'a pas
apprécié ces protestations, c'est rien de le dire. L'ampleur des protestations est sans précédent, donc depuis cette révolution islamique de 1979, ici en Belgique, et l'ampleur des répressions est tout aussi dure, puisque les ONG estiment à 416 morts le bilan total depuis 2 mois, et l'ONU a évalué qu'il y aurait eu plus de 15 000 arrestations, certains disent qu'on en est déjà à 20 000, conduisant d'ailleurs le Conseil des droits de l'homme à Genève à autoriser une enquête internationale qui malheureusement a peu de chances d'aboutir puisque le gouvernement iranien y est opposé et donc ne laissera pas rentrer les inspecteurs. La pression s'accroît notamment dans les régions kurdes de l'ouest de l'Iran, où Téhéran a envoyé des renforts ces dernières semaines pour réprimer notamment les cérémonies de funérailles des personnes tuées par le régime. Donc il y a eu près de 70 morts la semaine dernière. Tout cela sur le fond d'un contexte international déjà tendu. Vous vous souvenez peut-être, en 2015, un accord avait été trouvé entre les Européens, l'administration Obama et le régime iranien pour éviter que l'Iran ne développe une bombe atomique. Cet accord a été dénoncé par l'administration Trump, conduisant de facto au retour des sanctions et à un régime iranien qui ne se sent plus lié par ses engagements à ne pas développer d'armes atomiques. Les négociations avaient repris depuis que l'administration Biden était revenue au pouvoir et il y avait des signes qu'on était tout proche d'une conclusion d'un accord l'été dernier, mais rien ne s'est matérialisé, probablement parce que le régime iranien n'était pas convaincu qu'il était de son intérêt au vu du risque d'un nouveau retrait américain. Les Américains avaient refusé de s'engager à soutenir dans la durée cet accord, puisque ça dépend bien sûr de... toute administration pouvait changer de position. Et en fait, cet accord, il aurait certainement conduit l'Iran à renoncer à ses stocks d'uranium enrichi. Et donc, l'acceptation de cet accord, alors qu'il n'y avait pas de garantie dans le long terme, était vue comme désavantageux par Téhéran. Fin novembre, l'Iran a signifié aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'elle allait développer sa production d'uranium enrichi à un niveau militaire dans une usine située au cœur d'une montagne, ce qui en fait de facto réduit les chances qu'elle puisse être bombardée. On sait que les États-Unis, tout comme Israël, avaient à un moment donné voulu bombarder les usines d'enrichissement iraniennes. Alors nul doute que cette annonce n'intervient pas totalement au hasard, parce que, vous le savez, les États-Unis, les Européens viennent d'annoncer de nouvelles sanctions à l'égard de l'Iran, liées à la fourniture à la Russie de drones kamikazes et autres équipements militaires pour l'aider dans sa conquête de l'Ukraine. Voilà, en bref, une autre poudrière prête à exploser au Moyen-Orient. Ce n'est effectivement pas très très réjouissant. Et on n'est pas rendu. Exactement. Bon, alors on va quand même parler d'un sujet qui est plutôt positif. Guillaume, dans cette rubrique d'actu, tu vas nous parler des Europe, elle est pour moi aujourd'hui. 70 ans du Parlement européen. Donc dans cette rubrique, on décrypte l'Europe. Absolument. On vous a déjà parlé dans ce podcast de la question du siège du Parlement européen à Strasbourg, mais en fait pas tellement de ses compétences ni de son histoire. Retour donc sur une institution qui n'était pas prévue à l'origine, telle qu'elle existe aujourd'hui, lors des premiers pas de l'Union européenne, mais qui s'est imposée discrètement, petit à petit, petit pas après petit pas, comme un acteur incontournable et directement représentatif des citoyens au sein de l'UE. Et j'insiste sur cette dernière phrase parce que ça a tout son sens. L'ancêtre du Parlement est en effet créé en septembre 1952 en tant qu'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, pour ceux qui ont étudié ça comme moi en cours d'histoire il y a pas mal d'années en arrière, composée à l'époque de 78 députés, 78 désignés par les parlements nationaux de chaque État membre. Elle devient en 1958, à la suite de la création de la Communauté économique européenne, la CEE, et de Euratom pour l'énergie atomique, l'Assemblée parlementaire européenne. Et c'est en 1962 qu'elle prend enfin le nom de Parlement européen. Cependant, il faut attendre 1979 pour que les députés soient élus pour la première fois au suffrage universel. Pendant 70 ans, l'Assemblée n'aura de cesse d'élargir ses pouvoirs. Aujourd'hui, co-législateur aux côtés du Conseil de l'Union européenne,
le Parlement européen affirme toujours sa volonté première, représenter et défendre les droits des citoyens. Roberta Metsola, présidente en exercice de l'institution, a rappelé en session d'ouverture de la cérémonie d'anniversaire que les 705 députés sont l'expression de l'opinion publique européenne. Comme je vous le disais, ils sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. C'est cette évolution qui va permettre en fait de renforcer le rôle du Parlement européen et ses compétences, puisque le Parlement est désormais le représentant direct des citoyens. Le Conseil européen est constitué, comme on vous l'a déjà expliqué, des représentants des États, qui ne sont pas donc nécessairement dans tous les cas des élus, et la Commission européenne est, elle, constituée de technocrates, enfin en tout cas de spécialistes dans différents domaines, qui n'ont pas été désignés par les citoyens européens non plus. Ça apporte donc une forme d'équilibre entre les différentes institutions européennes. Cette évolution, donc, comme je le disais, ce passage au suffrage, à l'élection au suffrage universel direct, va permettre de renforcer le rôle du Parlement européen et ses compétences. Il est passé de coopérant dans le domaine législatif dans les années 80 avec un rôle plutôt limité et toujours une prévalence dans la décision finale du Conseil européen à co-législateur, comme on le disait, grâce au traité de Maastricht en 1992 et devient alors un acteur incontournable dans la prise de décision. Il contrôle par ailleurs aujourd'hui, par exemple, la composition finale de la Commission européenne. On se souviendra notamment de son rôle il y a quelques années lors de la conception de la mise en place de la Commission von der Leyen pour refuser le Parlement a menacé de refuser certaines personnalités et donc de voter pour la Commission telle qu'elle existait. Ces personnalités étaient jugées trop controversées et notamment la pourtant très compétente en matière européenne mais empêtrée dans des affaires d'emploi fictif du MoDem, Sylvie Goulard. Même si le rôle des députés est parfois caricaturé, et probablement un peu caricatural pour certains, comme le montre de façon assez drôle la série Parlement, dont, je pense que Max, tu seras d'accord avec moi, on vous recommande la saison 2 fraîchement sortie pour retourner dans les couloirs de Strasbourg. Ceux qui réussissent à avoir une réelle influence, une centaine selon un très bon article d'Emmanuel Beretta dans Le Point, par exemple, avec une position clé dans une commission, ont bien davantage d'influence réelle sur les législations de l'Union européenne et donc de leur pays que les parlementaires nationaux. Et certains députés, notamment les députés allemands, qui sont les plus nombreux dans l'hémicycle, l'ont bien compris et depuis très longtemps. En somme, le Parlement européen s'est construit sur toujours plus d'Europe, toujours plus de droits de l'homme, dont il est la chambre et le représentant la plus vivace au sein de l'Union européenne, toujours plus de fonds pour les citoyens, en somme, toujours plus de démocratie et toujours plus de proximité pour l'Europe telle qu'on l'aime avec les citoyens. Merci Guillaume. Après, le Parlement n'est pas sans, ses limites, on va dire. Il y a eu des controverses autour du budget du Parlement européen qui a été où le Parlement européen avait proposé un budget pour augmenter sensiblement le nombre de salariés. C'était pas forcément très très justifié, surtout dans une époque où on essaie de limiter un peu les dépenses. Voilà. Et puis la série Parlement montre aussi que parfois il y a certains parlementaires qui sont pas très compétents. Comment ? Et comme je le disais, comme je reprenais cet article, on évalue aujourd'hui, les connaisseurs du Parlement européen évaluent aujourd'hui à une centaine le nombre de parlementaires qui ont réellement un impact au Parlement européen. Après, je serais curieux de savoir que le nombre de parlementaires qui ont réellement un impact aussi au sein des parlements nationaux. En tout cas, de façon, comme d'habitude. De fait, c'est une instance qui est souvent à la pointe des combats qu'on doit mener aujourd'hui. Et il faut lui reconnaître ça. Et je pense que le fait qu'elle soit élue au suffrage universel direct fait qu'il est plus facile aussi de lui reprocher un certain nombre de choses que des gens qui ne sont pas élus mais nommés, par exemple à la commission. C'est l'inverse, non ? Ce serait pas l'inverse ? Non. Je pense que c'est le fait que les gens soient élus, fait qu'on va plus chercher à leur chercher, voir quelles seraient leurs limites, s'ils n'ont pas des casseroles aux fesses, que les gens de la commission ou les membres du Conseil européen, par exemple. Moi, c'est mon ressenti, mais je peux me tromper. Ok. Non, après, justement, le procès en légitimité, il est plutôt à l'inverse, même si... je ne parle pas d'un procès en légitimité, là. Je ne parle pas d'un procès en légitimité. Je parle bien du fait que on va avoir tendance à vouloir avoir des parlementaires, et c'est normal qu'ils soient blancs comme neige, sans forcément faire, parce qu'eux aussi ils sont élus et représentent directement les citoyens,
sans forcément avoir les mêmes degrés de tolérance pour les autres institutions européennes. Oui, non, après, je veux dire... ma pièce dans la machine. Au Conseil européen ou au Conseil de l'Union européenne, à la fin, tu as des gouvernements tels qu'ils sont, et c'est vrai que tu sièges avec le gouvernement Orban, et voilà, c'est tout, hein, ça fait partie... All right. Allez, on passe à la rubrique Belgitude. Guillaume, tu veux nous parler maillot ? On va vous parler maillot. Je vais vous parler maillot. Les maillots, dans cette rubrique Belgitude. Pas maillot, la sauce. Non, pas la maillot, pas la sauce. Dans la mitraillette. Alors bon, on n'a pas eu un succès fou quand on vous a demandé Qatar ou pas Qatar sur nos réseaux sociaux, mais on va quand même parler rapidement de cette première semaine de compétition qui va probablement miner pour longtemps l'image de la FIFA, LOL, et du Qatar. Pourquoi on en fait un point Belgitude ? Parce qu'au milieu des polémiques nombreuses, comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille, s'en est cachée une liée au maillot hôte, qui est le maillot officiel d'une équipe, par opposition au maillot extérieur, souvent dans les tons blancs. Comme ça, vous aurez aussi un point football. Mais qu'est-ce qu'on fait de choses inattendues dans ce podcast ? C'est fou. Bref, sur ce maillot, pourtant bien caché à l'intérieur du col, le mot love, le mot de la discorde. Ce maillot s'inspire du célèbre feu d'artifice de Tomorrowland, un festival de musique en Belgique, et représente les valeurs communes de diversité, d'égalité et d'inclusion. C'est ce qu'avait précisé la Fédération belge de football lors de la présentation du maillot en septembre dernier. La FIFA a donc demandé que ce maillot soit modifié avant de pouvoir être utilisé comme maillot officiel. La proposition sur la table actuellement est donc de mettre un scotch noir sur ce mot de la discorde. Surréaliste, oui, mais surtout un peu ridicule, à l'image de pas mal de choses dans ce mondial finalement. Et puis il faut rajouter que un autre maillot, le maillot d'entraînement de l'équipe belge, a lui aussi été recalé. La raison invoquée ? Trop coloré. Oui, vous avez bien entendu, en cette période d'hiver grisâtre, il est trop coloré. Dans un mondial aussi gris, terne et froid pour les droits de l'homme, pas étonnant que les couleurs reprises aient choqué la FIFA et les organisateurs. On pourrait y ajouter le chantage de cette même FIFA sur le brassard, pourtant officiellement approuvé par l'institution il y a quelques mois pour les matchs, le fameux brassard One Love, aujourd'hui en rupture de stock, qui reprend un cœur et les couleurs qui ne sont même pas celles du drapeau LGBT, qui sont juste des couleurs les unes à côté des autres, quoi. Sous peine de carton jaune pour chaque joueur qui le porterait. Sportivement, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Et quand même, cette Coupe du Monde, elle met globalement tout le monde mal à l'aise, même si notre cher président Macron nous rappelle que quand même, il faut vivre l'esprit du sport, tout ça. Et donc, le maillot haute, c'est le maillot belge dont tu nous parles. Oui. Ok. C'est un point Belgitude. Non, mais on est d'accord. Mais donc, ça veut dire que globalement, les supporters, eux, peuvent acheter le maillot avec le mot Love, mais les joueurs ne peuvent pas. Mais de la même porter. façon que dans les tribunes, tu peux porter le brassard One Love. Il y a une journaliste anglaise qui, alors à la base, le capitaine de l'équipe d'Angleterre avait dit: moi, envers et contre tout, je porterai ce brassard. Et puis la FIFA a quand même mis en place cette histoire de carton jaune qui est vraiment dégueulasse pour les équipes, parce que ça veut dire qu'en gros, chaque équipe doit se préparer à perdre des joueurs et leur capitaine, parce que c'est le brassard qui est porté par les capitaines. Et donc ils l'ont pas fait. À la limite, moi j'entends au niveau sportif que j'entends la position des équipes, même si c'est dégueulasse. Pour autant, une journaliste anglaise l'a porté, la ministre belge des Affaires étrangères l'a porté également dans les tribunes il y a quelques jours, à côté de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Donc voilà, c'est un peu voilà. On trouve dommage que 10 ans après l'attribution de cette Coupe du Monde, on en soit encore à tâtonner sur ce genre de choses et qu'ils n'aient pas eu le temps avant de mettre ça en place. Il faut dire aussi que le Qatar n'a probablement pas beaucoup aidé, puisque, entre autres, puisqu'on est là-dedans, on va finir d'enfoncer le clou. Ils ont annoncé 2 jours avant le début de la compétition que les bières, il y a un sponsor, évidemment, tout ça c'est une histoire de gros sous, mais le sponsor officiel de la Coupe du Monde, Budweiser, qui devait vendre ses bières, a été interdit de vendre ces bières au Qatar. Et il a donc promis d'offrir l'ensemble des stocks de bières qui avaient été prévus à l'équipe gagnante. Avis aux joueurs, si vous avez envie de vous faire une bonne soirée, c'est le moment. Ah, il y a de quoi faire une bonne chouille, parce que je crois qu'ils avaient prévu du stock. Hier soir, ce qu'on a fait hier soir, c'était petits joueurs. Allez, on ouvre la rubrique Vie de couple dans cet épisode. All I want for Christmas is you. Voilà, et donc on ne pouvait pas commencer cette rubrique Vie de couple. Ça y est, on peut lancer les chants de Noël. Sans aborder le sujet qui est effectivement... C'est le premier dimanche de l'Avent aujourd'hui, on lance les chants de Noël. Voilà. J'ai d'ailleurs des collègues qui m'ont dit qu'on pouvait même les lancer largement une semaine avant, donc il faudra qu'on réfléchisse à ça pour l'année prochaine.
Mon Dieu. Mon Dieu. Mais bon, voilà, ça met un peu de couleur chez nous. On est content. On a ressorti le sapin. On va pouvoir ressortir les guirlandes. Bon, sachant que les chants de Noël, on ne s'arrête pas à Noël. Hein. En fait, on continue encore un peu. Hein. Au moins jusque... Ouais, j'ai été plutôt raisonnable. Ça va jusqu'à début janvier en général. Après, moi, je finis par me lasser aussi. Non, mais voilà, je vais être tout à fait honnête. Au bout d'un moment, Maria Carré, ça va 2 secondes, quoi. Je lui paye 5 balles des coups de Spotify tous les ans et basta. Bon, alors il faut quand imaginer même... le fric fou qu'elle se fait quand même avec cette chanson tous les ans, quoi. Et là, elle a même fait un premier teaser à Halloween où tu la vois, on vous le postera sur les réseaux sociaux, tu la vois en sorcière et qui se transforme en Mère Noël et là, bling bling. Et ça, c'était au début novembre, quoi. Eh oui, une machine à cash, les chansons de Noël. Il faudrait qu'on regarde, mais effectivement, les chansons de Noël... Ah non. Les chansons de Noël, c'est quand même une vraie machine à cash. Grave, alors, les enregistrements. Après, celui-là en particulier, hein, parce que t'en as qui sont un peu plus confidentiels. Hein. Mais Noël et Tino Rossi, c'est pas forcément... En France, c'est un peu machine à cash, mais c'est plutôt les descendants de Tino Rossi qui touchent là en ce moment, que lui d'ailleurs. Donc, en tout cas, je reste convaincu qu'il faut qu'on apprenne le reste des paroles et pas simplement les refrains. Mais vous les connaissez, vous, les paroles des chants de Noël, jusqu'au bout? Je veux dire, les 3 refrains de Le Vent, les Maria Carré et compagnie. Et c'est surtout en fait, à la limite, les chants en français. Bon, ça, peut-être qu'on a eu le temps de les apprendre, mais les chants en anglais, on les connaît pas. Et je sens, et c'est absolument nécessaire. Donc, cette année, le défi, Guillaume, c'est apprendre les chants de Noël en anglais. Voilà. Bon, ça c'était notre premier sujet parce que on pouvait pas y couper. Hein. En plus, on a commencé à sortir le sapin. Oui, on va pouvoir faire le sapin cet après-midi. Ça a été un peu tendu pour moi ces derniers jours, on va pas se mentir. Pour Max aussi d'ailleurs, mais c'est moi qui l'ai incité à partir. Parce que de toute façon, j'étais en Norvège et aux Pays-Bas. Voilà. Charmant. T'es allé voir le Père Noël en Norvège? Non, c'est pas en Norvège, c'est où? C'est en Finlande ou en Norvège? Si, c'est en Norvège. Oh, je sais plus. Non, Rovaniemi, c'est en Finlande. Je sais pas, moi je croyais que le village du Père Noël c'était à côté d'Annecy. Ah oui, aussi. Bref, je vous encourage à visiter le village du Père Noël à Andilly, entre Annecy et Genève, qui est un très chouette endroit. Nous, on n'y est encore jamais allé, mais je pense qu'on y emmènera la petite nièce qui est déjà allée cette année, mais c'est pas grave, elle va adorer y retourner l'année prochaine. Eh oui, les enfants, ça ne se lasse jamais. Yes. Bon, alors le deuxième sujet, il est aussi lié à Noël, parce que comme vous tous, j'imagine, fin novembre, début décembre, c'est le moment où vous vous dites « Oh zut, il va falloir trouver des idées et acheter des cadeaux de Noël ». Et je dois dire que c'est quand même la grosse galère de trouver des idées, parce que on voudrait, nous, essayer d'éviter de tomber dans le consumérisme, d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin et qui vont en fait juste... être sur une étagère, on les utilise 3 jours et ensuite on les... Voilà. Et j'ai un peu du mal à trouver des idées qui soient utiles et qui soient un petit peu... chaque année, on revient un petit peu à la même chose. Finalement, on n'a pas besoin de grand-chose, on est plutôt bien équipé, on a tout ce qu'il faut. Alors voilà, I don't want a lot for Christmas. C'est ça. Maria Carré encore. On y revient toujours. C'est un cercle infernal. Mon Dieu. Oui. Mais je suis d'accord avec toi et je me pose aussi la question. Voilà, sachez si vous voulez nous offrir des cadeaux. J'aimerais plutôt aller vers des choses. Pour l'instant, je suis en manque d'idées, mais j'aimerais plutôt aller vers des choses qui se consomment. Je sais pas moi, des choses qu'on peut utiliser rapidement, mais qui restent pas forcément après dans la maison parce que. C'est vrai que tous les ans, on empile des choses, quoi. Mais voilà, ça nous fait plaisir de les recevoir, ça fait plaisir à tout le monde de nous les offrir, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers des choses qui sont plus... qui ont une empreinte moins longue et qui soient plus durables dans un sens, pas au sens ça reste chez nous, mais durable au sens... Ça prend de la place. Ah bah bravo. Oui, aussi. On a quand même eu ces dernières années une grosse tendance qui était d'encourager les gens à nous offrir des jeux de société parce que comme on aime bien jouer, c'est toujours chouette. Le problème, en fait, c'est qu'on arrive vite à un moment donné où quand on a trop, du coup, en fait, ils jouent plus.
Et donc, Guillaume, je te rappelle qu'on a encore un jeu à jouer tous les deux, un escape game qu'on n'a pas ouvert. Eh oui. Il paraît qu'il est génial, donc il va falloir qu'on le fasse, mais il faut quand même dire que... alors je sais pas, c'est peut-être de ces derniers temps surtout, et c'est pour ça que j'ai cette impression, mais on a du mal, y compris le week-end, à trouver des moments où on est tous les deux disponibles et en train de voilà, à la fois où on est à Bruxelles et où on est non, tous mais les à deux Bruxelles, c'est disponibles. pas le problème, c'est surtout tous les deux en ce moment. Enfin, en fait, on est passé du problème des week-ends où on n'était pas à Bruxelles au problème où on est les week-ends, on est systématiquement à Bruxelles parce que Bibi bosse. C'est ça. Et comme par ailleurs la semaine, Jésus-Marie-Joseph. les journées sont quand même bien chargées, voilà. Bah, j'espère quand même que le mois de décembre va être un peu plus cool pour moi, en tout cas. Bon, allez, le temps tourne. Alors, du coup, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous faire des petits messages, un email ou un petit message sur Facebook ou sur Twitter ou sur aussi YouTube, hein, puisqu'on diffuse en audio ce podcast sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Alors, on voulait aborder un dernier sujet, un petit peu plus réflectif, de la vie de couple. Grâce à nos amis de Will Bloom. Exactement. Alors, que faire quand l'autre boude ? Alors Guillaume, c'est quoi ton expérience de mon boudage ? C'est que tu boudes beaucoup, ça c'est notre principe de base. Alors, je boude beaucoup. Oh, ça va, je plaisante. Ça n'est pas rendu. Hein. Non, mais ça nous arrive quand même de boudonner un peu. Ça nous arrive de bouder, mais ça dure jamais longtemps en fait. Non, parce que alors ça c'est sûr que les gens. On finit toujours par communiquer. Ça, c'est quelque chose entre nous. Vous le savez. Ça si marche vous plutôt pas mal la communication. Et ça boude jamais longtemps. Mais par contre, on s'engueule sur des conneries. Ouais. On vous l'a déjà dit aussi, et du coup, l'expérience de ton boudage, ou de mon boudage, parce que je boude aussi moins que Max, mais je boude quand même. Mec, oui, non, ça, la mauvaise foi, on en a déjà parlé, je crois, donc vous êtes au courant déjà. Sinon, on vous fera un sujet. Hein. C'est sans fin. C'est sans fin. On n'est pas rendu là. Donc, ouais. Non, mais alors, bon, c'est vrai que finalement, en lisant ce petit article de Will Bloom, dont on va revenir dessus dans quelques minutes, je réalisais que c'est vrai que moi, quand je boude, j'ai plutôt tendance à partir... Enfin, je boude ailleurs, en général. Oui, c'est ça, mais on a la chance d'avoir une grande maison où on peut se dire que pendant quelques minutes, on va faire notre truc. Il y en a un qui est à la cuisine, l'autre qui monte en haut... Et on a une cuisine et un séjour séparés en fait. Chacun à son étage, donc du coup on n'est pas obligé de rester dans la même pièce tout en faisant vaquant à nos petites occupations. Bon, après sinon tu mets ton casque et puis tu vas jouer sur ton ordinateur et puis bon, t'es un peu dans une pièce séparée quoi. Oui, bon. Bon, voilà, ça c'est notre expérience de la bouderie. Je sais pas si vous, dans votre couple, ça boude beaucoup. Mais comme disait Guillaume, c'est vrai que chacun est un peu différent, mais nous, on passe vite à autre chose. Et donc, grâce aussi à la communication, on arrive à... Dans 60 à 80% des cas, on finit par se regarder à un moment donné et un petit sourire et mais putain, pourquoi on est... purée, pourquoi on est arrivé là, quoi. Exactement. Alors, mais quel est le Max du coup tu nous as parlé de Will Bloom, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils nous proposent Claire et Anthony là-dessus? Alors Claire et Anthony, dans leur petite newsletter, donc la petite lettre que vous pouvez recevoir une fois par semaine de Will Bloom, ils disent que faut d'abord comprendre que bouder, en fait, c'est un mécanisme de défense comme un autre, et il faut savoir faire preuve de curiosité pour comprendre ce qui se cache derrière ce comportement, même si il peut sembler de temps en temps un peu enfantin ou déplacé. Alors, ça peut vouloir dire que, d'abord, votre partenaire peut se sentir blessé. Pas forcément par vous, mais par la situation. Ça peut aussi vouloir dire que elle ou il a peur de perdre le contrôle de la situation. Et c'est aussi peut-être parce que il ou elle ne sait pas forcément pourquoi elle réagit comme ça. Donc parfois, c'est un peu... voilà, c'est ta réaction, tu sais pas vraiment pourquoi, mais c'est ta réaction. Et puis, ça peut être aussi parce que bouder, ça traduit un sentiment, ça traduit un besoin, d'avoir un moment seul. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, deuxièmement, il faut savoir être constructif
en évitant d'abord de le prendre personnellement. C'est pas parce que l'autre boude que c'est une attaque personnelle. En faisant preuve d'empathie et de bienveillance. Et puis en acceptant, et c'est peut-être ça le plus difficile, que l'autre ait le droit de bouder. Voilà, aussi. Le boudage, ça peut être une réaction finalement saine à un moment de tension qu'on ne sait pas trop comment gérer, ou un moment de mauvaise foi, parce que ça nous arrive aussi. Mais voilà. Mais il n'y a probablement pas de façon parfaite de gérer le boudage, mais l'important, c'est de ne pas en faire un... Je crois que c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, de s'assurer que ça ne vienne pas d'un truc plus profond et plus délicat, et puis ensuite de savoir, comme tu dis Max, voilà, lâcher du lest et dire bon, ça va passer, on prend le temps, et voilà. Et puis on peut en parler plus tard aussi, pour éviter qu'il y ait un truc qui reste, comme tu disais, si jamais il y a un truc un peu plus profond. Voilà, ça c'est la fin de notre rubrique Vie de couple. Pas de rubrique geek aujourd'hui parce qu'on s'est dit que notre podcast était suffisamment long et consistant, mais on vous en fera peut-être une la fois prochaine, on verra. On ne s'attachera pas nécessairement à faire toutes les rubriques à chaque fois, parce que c'est aussi important de rester raisonnable. Et donc c'est déjà la fin de ce 7e épisode de la saison 4. Si vous êtes arrivés au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, et un like sur YouTube ou sur Twitter, ou un pouce bleu sur Facebook, et surtout, partagez. Voilà, ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.